Vous écoutez le balado Autour de la rhumato. Un balado réalisé en partenariat avec la Société canadienne de rhumatologie. Je me présente, votre animateur, Hugues Allard-Chamard, rhumatologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un balado sur les comorbidités dans le cadre des maladies rhumatologiques, plus particulièrement dans le cadre de l'arthrite rhumatoïde, la maladie inflammatoire la plus fréquente dans nos cliniques de rhumatologie. Aujourd'hui avec nous, le docteur Louis Bessette, rhumatologue au Cork à Québec. Donc bonjour docteur Bessette, merci beaucoup de bien vouloir participer avec nous à cette balado. Merci beaucoup docteur Allard-Chamard, c'est vraiment un honneur et un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour cette balado. En fait, tout l'honneur est pour moi pour pouvoir bénéficier de tout ton savoir. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'arthrite rhumatoïde, puis à tout ce qui touche aux comorbidités en regard de l'arthrite rhumatoïde. Puis, la première question que j'ai envie de vous demander, en fait, c'est, on connaît bien que dans l'arthrite rhumatoïde, les comorbidités cardiovasculaires, c'est quelque chose de très fréquent, de très prévalent, puis qui apporte une comorbidité importante à nos patients. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus de comment, c'est quoi finalement la prévalence des maladies cardiovasculaires, puis c'est quoi leur impact en fait sur notre prise en charge? Qu'est-ce que ça devrait être selon toi? Bien, premièrement, écoute, la présence de comorbidité dans l'arthrite rhumatoïde est déjà très élevée. Juste donner un exemple dans l'étude, puis vraiment des données canadiennes, là, c'est l'étude CATCH en arthrite débutante. Donc, ça nous touche beaucoup parce que c'est nos patients. Donc, dans cette étude-là, qui enrôle en fait des patients qui ont une durée de maladie de moins d'un an, en moyenne à l'entrée dans l'étude, c'est 3 mois. Et on regarde la prévalence des comorbidités. Donc, les 3 comorbidités les plus importantes, c'est la dépression, les maladies pulmonaires, et la troisième, c'est les maladies cardiovasculaires. Et ça, ces patients-là ont un âge moyen de 52 ans en moyenne. Puis quand on regarde le nombre de comorbidités, en fait, 70% des patients, au départ, ont au moins une comorbidité et 10% ont 3 comorbidités plus. Donc, la prévalence des comorbidités cardiovasculaires est assez élevée. Et la prévalence, en fait, de tous les comorbidités sont élevées dans l'arthrite rhumatoïde et même dans les arthrites débutantes. Donc ça, c'est un impact très important dans la prise en charge de nos patients. Puis on sait que la présence et le nombre de comorbidités va influencer la réponse thérapeutique et la prise en charge de ces patients-là. Qu'est-ce qui est du risque cardiovasculaire, en fait, si on veut parler, parce que je pense qu'on est très préoccupé par le risque cardiovasculaire dans l'arthrite rhumatoïde. Il faut savoir que le risque d'événements cardiovasculaires, en particulier l'infarctus du myocarde, est augmenté de 70% chez les patients qui souffrent d'arthrite rhumatoïde comparativement à la population normale. En fait, ça équivaut au même risque que la population générale, mais 10 ans plus vieux. Donc, c'est vraiment déjà à un certain âge, ces patients-là ont un facteur ont plus de risques cardiovasculaires que la population générale. Puis le décès, en fait, est aussi augmenté quand on regarde le ratio standardisé de mortalité de 1,5, donc 50% plus de décès reliés au risque cardiovasculaire. Puis on dit souvent que, en tout cas, certaines littératures disent que c'est un risque qui est comparable au diabète, quoique assez controversé parce qu'il y a d'autres études publiées peut-être plus récemment qui montrent que probablement le diabète, le risque est encore plus élevé que l'arthrite rhumatoïde, mais ceci étant dit que le risque est encore très élevé. Quand on voit un patient qui souffre d'arthrite rhumatoïde, bien, il y a des facteurs de risque qu'il faut dépister. C'est les facteurs de risque traditionnels reliés aux maladies cardiovasculaires. Quand on parle des facteurs de risque additionnels, bien sûr, des choses non modifiables, il y a le sexe, il y a l'âge. Mais tous les facteurs de risque, le tabagisme, on sait que nos patients fument plus, l'hypertension artérielle, les lipides, le diabète aussi. Puis c'est une prévalence qui est assez élevée dans notre population aussi. Alors ça, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels, mais nos patients, en plus d'avoir ces facteurs de risque-là, ils ont des facteurs de risque reliés à leur arthrite. Et on sait que certains éléments de l'arthrite rhumatoïde, comme les anti-CCP, le facteur rhumatoïde, les manifestations extra-articulaires, puis l'atteinte fonctionnelle, c'est des facteurs de risque cardiovasculaires dans notre population. Et encore en plus, il faut penser aussi, donc, facteurs de risque traditionnels, les facteurs de risque qui sont vraiment reliés à la maladie, mais
l'aspect inflammatoire aussi de la maladie, parce que l'aspect inflammatoire fluctue et on sait que le nombre, la durée de l'activité inflammatoire et le nombre de poussées que les patients vont présenter au cours des années va grandement influencer le risque cardiovasculaire. Puis en dernier, encore la chose plus compliquée pour évaluer le risque, c'est vraiment les effets des traitements, qu'on pourra peut-être reparler. Donc, on a à la fois des traitements qui ont potentiellement un bénéfice sur le risque cardiovasculaire, mais d'autres médicaments qui ont potentiellement des effets néfastes, comme les corticostéroïdes et les AINS. Donc, ça, c'est un peu un topo sur le risque cardiovasculaire. Ce qui est important de savoir, c'est que nos patients ont plusieurs facteurs de risque et que le risque d'événement est plus élevé que la population générale, et ça pour les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire. Vous nous dites que nos patients ont définitivement plus de facteurs de risque de par leur maladie et par leur traitement. Mais en clinique, selon vous, comment on devrait aborder ce risque-là? Comment on devrait le quantifier, étant donné la multiplicité des facteurs qui contribuent à l'augmentation du risque cardiovasculaire chez nos patients? Bien, je pense qu'une des choses à faire, premièrement, c'est en clinique, quelque chose qui est très simple, c'est d'utiliser un score de risque. En Amérique du Nord, souvent, qu'est-ce qui est le plus utilisé? C'est le score de Framingham. Si vous lisez les guidelines de l'EULAR, en Europe, en tout cas, c'est un score que moi, je n'utilise pas, qu'elle appelle le SCORE, en fait. C'est un score pour évaluer le risque cardiovasculaire. Mais en Amérique du Nord, on utilise le Framingham, qui est très facile à faire. Il y a des scores qu'on peut trouver, des calculateurs qu'on peut trouver un petit peu partout. Moi, j'ai ma feuille sur le bord de mon bureau, puis j'ai accès à Internet aussi. Il faut savoir que c'est des... tu sais, on suggère d'utiliser ces calculateurs-là, mais c'est en fait, c'est des calculateurs qui ont été développés pour la population générale. Ça n'a jamais été vraiment validé dans notre population d'arthrite rhumatoïde. Donc, il n'y a pas de modèle prédictif du risque cardiovasculaire ou d'événements cardiovasculaires pour notre population qui souffre de maladies inflammatoires, dont l'arthrite rhumatoïde, puis on pourrait rajouter les autres aussi. Mais c'est quand même les seuls qu'on a. Parce que ces scores-là, quand on regarde la littérature, ça sous-estime le risque cardiovasculaire. Et c'est pour cette raison que là, en fait, l'EULAR, une des raisons qui dit qu'on devrait multiplier par 1,5 le risque avec le calcul qu'on fait, c'est basé un petit peu là-dessus. Quoique le multiplicateur 1,5, encore là, c'est controversé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui critiquent un petit peu cette façon de faire-là. Puis qu'est-ce qui complique aussi les choses? C'est sûr que quand on utilise un score de Framingham, comme on dit, on sous-estime, ça n'a pas été validé pour l'arthrite rhumatoïde, on sous-estime le risque, on suggère de multiplier par 1,5, mais il faut savoir que le risque n'est pas statique dans notre population, puis les médicaments qu'on donne vont beaucoup influencer le risque cardiovasculaire. Donc, en clinique, utiliser un calculateur de risque. Puis, je pense qu'il faut penser aussi, si on le calcule, il faut intervenir, il faut premièrement, dire à nos patients que le risque cardiovasculaire est augmenté. Puis si on arrive avec un risque calculé à 10 ans de plus de 10 % en général, qu'est-ce qui est suggéré? 10 % qu'on parle pour les événements fatals et non fatals, cardiovasculaires, on devrait intervenir. Donc, il faut que le patient soit pris en charge pour la gestion de ses risques cardiovasculaires, donc ses habitudes de vie, traiter les lipides, l'hypertension, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la meilleure façon, je pense, encore là, c'est de dépister, d'y penser, de calculer le risque cardiovasculaire à 10 ans avec un score qui est validé pour la population générale. Et ça fait 2 fois que tu me tends la perche pour me parler des médicaments chez nos patients qui ont une influence sur les risques cardiovasculaires. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on devrait savoir quand on aborde ce problème-là avec nos patients? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut favoriser? Bien, écoute, je pense que je n'apprendrai rien à personne que un des facteurs de risque cardiovasculaire importants dans la médication qu'on utilise, c'est les corticostéroïdes. C'est vraiment, puis je pense qu'il y a une très, très bonne littérature sur le sujet, que les corticostéroïdes, malgré qu'on diminue l'inflammation, ça augmente le risque cardiovasculaire avec le temps. Et c'est en fonction de la dose, puis c'est en fonction de la durée du traitement, de l'exposition du patient. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut éviter. On ne dit pas de ne pas utiliser les corticostéroïdes. Je pense que c'est important à court terme dans l'ajustement thérapeutique, dans les premières semaines de traitement du patient quand il est très inflammatoire. Les données nous disent quand même que si on l'utilise vraiment à court terme, des petites doses, à long terme, on influence peu le risque cardiovasculaire. Mais un patient est exposé pendant plusieurs années, même à des faibles doses,
puis à des doses cumulatives importantes, son risque cardiovasculaire va augmenter avec le temps. Et en plus, sa mortalité totale va augmenter. Donc, c'est pas juste le risque cardiovasculaire, mais la mortalité. Puis les autres médicaments, bien sûr, les anti-inflammatoires, hein. Tu sais que les anti-inflammatoires, il y a une littérature là-dessus, il y a un risque cardiovasculaire augmenté avec certains agonistes. Bien sûr, il y en a un qui est plus sur le marché depuis quelques années, qui a été retiré principalement à cause du risque cardiovasculaire. Mais même les agonistes traditionnels, comme le diclofenac et d'autres agonistes traditionnels, ont probablement une augmentation du risque cardiovasculaire. Ceci étant dit, pour les agonistes, il y a une littérature en arthrite rhumatoïde, mais la principale littérature vient de l'arthrose surtout, donc il faut faire attention d'extrapoler parce que l'interaction des agonistes avec les autres médicaments qu'on donne pour contrôler l'inflammation n'est pas très bien connue. On sait qu'il y a un potentiel pour augmenter le risque cardiovasculaire, mais quand on utilise les agonistes avec d'autres agents comme des agents biologiques, est-ce qu'on vient un peu inhiber ce risque-là? Ça, c'est pas clair, ça, pendant la clinique. Puis, je veux te poser une question peut-être un peu plus ciblée. Tu nous as glissé un mot sur des petites doses de glucocorticoïdes qui, à long terme, n'auraient pas un gros impact. C'est autour de quelle dose que tu aurais en tête qui serait une dose potentiellement plus sécuritaire pour nos patients, sachant qu'il n'y a rien qui est 100% sécuritaire? La dose la plus sécuritaire, c'est 0 mg. Donc, mais en fait, il faut faire attention de la façon d'interpréter qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai mentionné, c'est qu'il y a quand même des données scientifiques qui disent qu'à très court terme, avec des petites doses, vraiment, là, on parle de quelques semaines de traitement, à long terme, on n'a pas de gros impact sur le risque cardiovasculaire. Mais il n'y a pas de dose sécuritaire. 1 mg, c'est mieux probablement que 2 mg. 2, c'est probablement mieux que 5 mg, mais c'est mieux de ne pas l'utiliser du tout. Puis c'est une dose, en fait, c'est la durée d'exposition, puis la dose cumulative. C'est sûr que si on utilise une très faible dose, bien, ça va peut-être prendre plus de temps. Mais encore là, il faut faire attention, c'est des études d'observation. Hein. Toutes ces données-là viennent, il n'y a pas d'études randomisées double insu, c'est des études d'observation avec des multiples biais qui démontrent qu'en fonction de la dose, de la durée, on augmente le risque cardiovasculaire. Donc, il n'y a pas de dose sécuritaire, moi, à ma connaissance, je pense que ça n'existe pas. Mais quand même, il y a quand même des données d'observation encore là sur des petites doses à très court terme. Le patient n'a pas été exposé à long terme. On influence probablement peu ou pas le risque cardiovasculaire. C'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas de ligne directe qu'on devrait tracer, on ne devrait pas dépasser tel temps. Ça n'existe pas. Je pense que c'est toute une question d'exposition et de durée. Je comprends. Puis c'est pas mal ce que j'avais gardé comme notion de ma formation. Le moins, c'est le meilleur, mais probablement qu'à court terme, de petites doses, ça reste sécuritaire. Donc, c'est bien ça que je comprends? Oui. OK. Donc, dans ta pratique, est-ce qu'il y a des bilans que tu fais sur une base régulière pour suivre la santé cardiovasculaire de tes patients ou tu te contentes de faire seulement les scores comme le Framingham? Ben, écoute, je suis un rhumatologue de profession et de formation, donc ma médecine interne est très loin. Puis je dois te dire, Hugues, que quand j'ai été formé en rhumatologie, on ne parlait pas du risque cardiovasculaire. Donc, j'ai quand même un peu oublié mes notions de médecine interne. Je prescris rarement des statines. Je prescris rarement des antihypertenseurs, à part des represcrire à mes patients. Mais je pense que le rhumatologue a un rôle quand même important. Donc, si moi, je ne suis pas capable de le faire, la gestion du risque cardiovasculaire, il faut que je délègue. Il faut premièrement que je l'identifie. Il faut que je délègue à un collègue. Puis on a la chance où je travaille d'avoir une interniste qui gère le risque cardiovasculaire si ce risque-là n'est pas pris en charge par son médecin de famille. Mais mon rôle principal comme rhumatologue, premièrement, c'est de contrôler la maladie inflammatoire. C'est la première chose parce que ça, on a de la littérature là-dessus. Si on contrôle l'inflammation, puis probablement avec n'importe quoi, là, on diminue le risque cardiovasculaire. Puis si notre patient est en rémission soutenue et profonde, il y a des données qui disent qu'on ramène le risque cardiovasculaire au même risque que la population générale pour l'arthrite rhumatoïde. Donc, le risque va augmenter en fonction de l'activité résiduelle de l'inflammation et des poussées que le patient va présenter. Mais si on réussit à emmener un patient en rémission profonde, soutenue, on ramène probablement son risque à la population générale. Donc ça, mon premier rôle pour prévenir les complications cardiovasculaires, c'est de contrôler l'inflammation. Mais au-delà de ça, je pense que même si je ne prends pas en charge le traitement des statines ou l'hypertension, faire le dépistage, c'est pas compliqué. Donc, comme rhumatologue, je pense qu'on devrait premièrement enseigner à nos patients qui ont un risque plus élevé, de faire le dépistage avec un score
validé, comme le Framingham, d'évaluer son risque cardiovasculaire à 10 ans. Comme par exemple, si je calcule son risque de Framingham puis qu'il y a moins de 5% à 10 ans d'avoir un événement cardiovasculaire, on peut le refaire aux 5 ans, c'est ce qui est suggéré. Et si son risque est plus de 5%, mais qui n'est pas en haut de 10%, il faut le refaire à tous les ans. Mesurer les lipides, c'est pas difficile. Hein? Moi, je demande le bilan lipidique en général, donc je ne demande pas baseline à tous mes patients. Quand je vois le patient pour la première fois, je vais attendre à 3 mois, donc sa visite de 3 mois, ou quand la maladie est contrôlée. Puis là, c'est ça qui suggère. Quand on a une maladie qui est contrôlée, de faire le bilan lipidique. Puis ça, c'est vraiment pas compliqué. Prendre la tension artérielle de ton patient, c'est pas compliqué non plus. Ça, on peut le faire. Dans les prises de sang qu'on fait, on peut dépister le diabète si ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Puis sur le bilan sanguin initial qu'on va faire à notre patient, c'est de le faire, puis au moins de le faire une fois pour le dépistage de ces patients-là. Et bien sûr, une des choses importantes, c'est d'enseigner à nos patients qui ont un risque élevé, puis faire un enseignement sur les facteurs de risque modifiables, hein, les habitudes de vie, le tabagisme. Je pense que ça, c'est la moindre des choses, c'est la base. Là. Puis même en faisant l'enseignement sur la cessation tabagique, on va probablement aider le patient à avoir une meilleure réponse thérapeutique à ces traitements. On a parlé des traitements sur les traitements qui peuvent potentiellement augmenter le risque cardiovasculaire, donc éviter les AINS. Puis qu'est-ce qui est bien en rhumato? Moi, écoute, toi, tu es un jeune rhumatologue, moi, je suis un dinosaure de la rhumato. J'ai vécu l'ère préhistorique, donc avant les biothérapies. Aujourd'hui, là, comparativement à il y a 20 ans, on n'utilise plus d'AINS ou très peu d'AINS. Quand nos patients sont en rémission, ça va bien. Et on n'utilise plus d'AINS et ni de corticostéroïdes. Donc, d'éviter les médicaments qui potentiellement peuvent augmenter les événements cardiovasculaires. Puis, pour le reste, pour nos patients, en fait, qu'est-ce qui est suggéré, c'est de suivre les lignes directrices nationales publiées sur la gestion du risque cardiovasculaire. Donc, moi, mon rôle, en résumé, c'est contrôler la maladie, de dépister, puis de référer à la personne qui va prendre en charge le patient pour la gestion des autres facteurs de risque, comme les lipides, l'hypertension, si je ne me sens pas à l'aise de le faire. Dr Bessette, vous nous mentionniez que le risque cardiovasculaire peut progressivement régresser vers le risque de la population générale si on est capable d'induire une rémission prolongée chez nos patients. Est-ce qu'on a une idée de c'est après combien de temps que cette régression-là vers la normale s'effectue? Oh, c'est une excellente question. Je ne suis pas certain de pouvoir répondre. En fait, c'est des études d'observation, c'est des études de registre là, qui ont publié des données. Écoute, il faudrait que je retourne dans les publications. C'est sûr que le suivi de ces patients-là, c'est sur plusieurs mois, quelques années. On regarde souvent une moyenne d'activité de la maladie à travers le temps. Donc, les gens qui, en moyenne, vont être en rémission clinique, définie par, un DAS28, sur une période d'1 an, 2 ans, 3 ans, le nombre d'événements ou le risque d'événements cardiovasculaires est similaire à ce qu'on observe dans la population générale. Et les patients qui demeurent avec une activité résiduelle, même une faible activité de la maladie, donc, on pourrait des fois se contenter, parce qu'on n'est pas capable d'emmener tout le monde en rémission. On voit que le risque cardiovasculaire est plus élevé dans cette population, qui ont quand même un contrôle, mais pas une rémission, ont des risques cardiovasculaires plus élevés, qui font plus d'événements. Comment ça prend de temps pour normaliser le risque cardiovasculaire? Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu de la littérature là-dessus, puis je ne suis pas sûr qu'on a la réponse à cette question-là. Mais ça reste intéressant quand même qu'il y ait une lueur d'espoir pour nos patients, pour leur risque cardiovasculaire. En plus de la prise en charge de la maladie et de leurs facteurs de risque, ils peuvent régresser vers une normalité en quelque sorte. Donc, pour faire un peu écho à ce que vous venez de dire sur le fait qu'il reste encore des domaines sur lesquels on n'a pas des bonnes données pour la santé cardiovasculaire, du moins pour le risque cardiovasculaire en arthrite rhumatoïde. Selon vous, c'est quoi les domaines sur lesquels il nous manque le plus de données? Alors, écoute, c'est une excellente question. Il reste encore plusieurs zones grises, d'après moi, dans la gestion du risque cardiovasculaire chez nos patients qui souffrent d'arthrite rhumatoïde. Premièrement, on n'a pas de score validé de l'estimation du risque cardiovasculaire dans notre population inflammatoire, donc rhumatoïde. Donc, on utilise des scores validés dans la population générale, comme le risque de Framingham. Donc, on suggère de multiplier par 1,5. Le EULAR suggère de multiplier le risque par 1,5 une fois qu'on a le calcul du risque avec le Framingham. Mais encore là, c'est controversé. Puis, même là, quand on le fait, on voit qu'on n'est pas très précis dans l'estimation du risque.
Deuxièmement, les cibles. On sait qu'en diabète, ils ont des cibles différentes que dans la population générale. Les diabétiques, bon, pour la gestion des lipides, la gestion de l'hypertension artérielle, mais on n'a pas de données en arthrite rhumatoïde. Est-ce que les cibles pour le contrôle de la tension artérielle ou le contrôle des lipides doit être la même que pour la population générale, avec les mêmes facteurs de risque ou le même risque cardiovasculaire? Ça, on ne sait pas. Je pense qu'on a besoin de plus d'études là-dessus. Deuxième, un autre point important, en fait, c'est le mode d'action de nos agents. Donc, on sait que nos agents thérapeutiques, l'hydroxychloroquine, le méthotrexate, les agents biologiques aussi, on a beaucoup de littérature sur les anti-TNF, on sait qu'il y a un impact positif du contrôle de l'inflammation et probablement de ces agents-là sur le risque cardiovasculaire. Il y a de littérature qui montre que les anti-TNF diminuent le risque cardiovasculaire. Probablement les anti-interleukin 6, même si ça augmente les lipides, n'ont pas plus de risque cardiovasculaire que les anti-TNF, puis il y a une étude randomisée aussi qui l'a montré. Mais, on dit contrôler l'inflammation va diminuer le risque cardiovasculaire, mais on a une étude récemment qui est Oral Surveillance avec le tofacitinib qui a démontré que comparativement, en fait, tofa comparativement à un des anti-TNF, le risque cardiovasculaire est augmenté. Il y a eu plus d'événements cardiovasculaires. Et là, ça vient un petit peu bouleverser notre connaissance en disant, oui, mais on contrôle quand même la maladie, mais les inhibiteurs de JAK, le tofa entre autres, peut potentiellement augmenter le risque cardiovasculaire. Puis pourquoi? Donc, l'impact est peut-être différent. Donc, ça vient de bouleverser dans le sens que pour tofacitinib, si on tourne en arrière, toutes leurs études, leurs essais cliniques randomisés, les phases ouvertes des études randomisées là, pendant plusieurs années, il n'y avait aucun signal. Corona a publié ses données sur tofacitinib comparativement à des anti-TNF. Il n'y avait aucun signal cardiovasculaire, pas de signal non plus d'augmentation du risque thromboembolique, pas plus de cancer non plus. Et là, on arrive dans une étude randomisée contre anti-TNF avec tofa, puis on voit plus d'événements cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas démontré dans les études antérieures? Donc, peut-être qu'une différence de risque. Peut-être que c'est plus les anti-TNF qui ont diminué le risque cardiovasculaire, puis que les inhibiteurs de JAK, dont le tofa, n'a pas d'impact cardiovasculaire, mais qu'il n'y a pas d'augmentation, puis on voit plus d'événements, parce que dans cette étude-là, Oral Surveillance, il n'y a pas de placebo. Donc ça, il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à l'impact de nos thérapies sur la diminution du risque cardiovasculaire au-delà du contrôle de l'inflammation. L'autre chose, c'est quelle est la relation entre l'activité résiduelle, parce qu'on contrôle nos maladies, mais on ne les contrôle pas à 100% chez tout le monde. Puis nos patients font des crises, des fois, ils font des espèces de poussées. Donc, c'est quoi la relation entre l'activité résiduelle de la maladie puis le risque cardiovasculaire chez des patients qui ont des doses stables de thérapie, comme les thérapies biologiques? Ça, on ne le sait pas encore non plus. Le rôle de l'ultrason des carotides aussi, parce que l'EULAR recommande, si on regarde les derniers guidelines de l'EULAR, qu'on pourrait utiliser dans le dépistage des patients, l'ultrason des carotides. Ça, je pense que c'est tout à fait on n'a pas assez de données pour l'intégrer dans notre clinique. Peut-être un dernier point là-dessus, est-ce qu'il y aurait des biomarqueurs qui nous permettraient de prédire le risque cardiovasculaire chez certains patients qui souffrent d'arthropathie inflammatoire comme l'arthrite rhumatoïde? OK, donc définitivement, il reste encore beaucoup de place pour la recherche pour qu'on soit capable de bien jauger les risques cardiovasculaires de nos patients et bien l'adresser en clinique. Oui. Donc, maintenant, la deuxième question que j'aurais envie d'explorer avec toi, en fait, je pense que j'apprends rien à personne en disant que nos patients avec arthrite rhumatoïde sont à risque de s'infecter plus que la population générale et de par l'activité de leur maladie et de par les traitements qu'on leur donne qui vont interférer avec certaines fonctions du système immunitaire. Donc, je voulais savoir... Comment tu catégorises le risque infectieux de tes patients et comment tu minimises leur risque d'infection? Écoute, c'est pas une question qui est facile à répondre. Premièrement, le risque infectieux avec nos thérapies, puis là, on a beaucoup plus de données avec les thérapies biologiques. On sait que, je pense que probablement tous nos agents thérapeutiques augmentent le risque d'infection. Probablement le méthotrexate l'augmente un petit peu, pas énormément. L'étude qui a été publiée en cardiovasculaire chez des patients qui n'avaient aucune maladie inflammatoire, donc l'étude qui a été publiée dans New England qui a regardé l'impact cardiovasculaire du méthotrexate à long terme dans une population sans maladie inflammatoire, qui était négative, il n'a pas démontré de bénéfice cardiovasculaire, mais on a des bonnes
bonnes données sur la sécurité. Ça augmente, méthotrexate augmente un petit peu le risque d'infection non sérieuse, mais très très peu, et pas le risque d'infection sérieuse. Mais encore là, il faut faire attention, c'est des patients qu'on dit qu'il n'y a pas de maladie rhumatologique. Quand on arrive à des thérapies biologiques, là, ça va vraiment dépendre des facteurs de risque. Donc, en clinique, la façon que j'évalue ça, c'est vraiment, c'est quoi les facteurs de risque à mes patients. Et les principaux facteurs de risque, en fait, les 3 plus importants, je dirais, c'est l'âge du patient. Malheureusement, c'est un facteur de risque non modifiable, mais c'est sûr que plus mon patient est âgé, plus il y a de risque de s'infecter. En fait, on sait que la prévalence ou l'incidence des infections est beaucoup plus élevée dans cette population-là. Deuxièmement, l'autre facteur de risque qui est dans tous les facteurs des modèles prédictifs qui ressort tout le temps dans les plus élevés, c'est l'histoire infectieuse du patient. Si le patient s'infecte beaucoup, puis c'est des infections sérieuses, son risque de se réinfecter est plus élevé, on augmente le risque. Et le troisième facteur de risque, c'est les corticostéroïdes, et ça, c'est modifiable. Et on sait que les corticostéroïdes, le risque infectieux, d'infection sérieuse principalement, est 2 fois plus élevé que ce qu'on observe avec les thérapies biologiques. Donc ça, c'est les principaux facteurs de risque. Puis il y a tous les autres facteurs de risque. Les comorbidités, l'insuffisance rénale chronique, la maladie pulmonaire obstructive aussi, le diabète, c'est des facteurs de risque, antécédents de cancer du patient. Le tabagisme, c'est un facteur de risque qui est modifiable aussi. Puis, bien sûr, c'est une histoire de zona pour le risque de zona, bien sûr. Donc, si le patient a déjà fait des épisodes d'herpès zoster, c'est un facteur de risque. Alors, plus il y a de facteurs de risque, plus il y a de risque de s'infecter. Il faut aussi, écoute, chez les patients, puis dans la littérature, plus dans les spondylarthrites, l'arthrite psoriasique, les spondylites ankylosantes, si on regarde la littérature, le risque d'infection avec les agents biologiques n'est pas vraiment plus élevé que les patients qui ne reçoivent pas d'agents biologiques qui ont la même maladie. Pourquoi? Parce que ces patients-là sont plus jeunes, ils ont moins de comorbidité, puis ne prennent pas de corticostéroïdes, puis s'infectent très, très peu. En psoriasis, ils observent exactement la même chose. Il y a très peu de facteurs de risque. Autrement dit, un patient qui a 0 facteur de risque, je vais dire, ça n'influence pas du tout mon choix, ça n'influence pas du tout la thérapie que je vais donner. Ou ça va influencer un peu mon approche thérapeutique chez les patients qui ont des multiples facteurs de risque et chez les patients surtout qui ont une histoire de risque infectieux. Il faut quand même les traiter parce qu'il y a une chose qui est importante de se souvenir, c'est qu'un des facteurs de risque d'infection, c'est l'activité inflammatoire. Puis s'il y a des bonnes données là-dessus, plus l'activité inflammatoire est élevée, plus le risque d'infection est augmenté et c'est indépendant de la prise de corticostéroïdes. Donc, l'activité inflammatoire du patient est importante, il faut la contrôler. Puis quand on contrôle l'activité inflammatoire, on diminue le risque infectieux. Donc, des fois, on sortit, on dit on ne veut pas donner d'agent biologique à un patient parce qu'il s'infecte, qu'il y a des problématiques. Puis j'aurais des exemples de patients donnés en clinique avec des infections à répétition que j'ai réussi à contrôler la maladie, puis ils ne s'infectent plus aujourd'hui, mais ils ne prennent plus de stéroïdes non plus. Donc, ça, c'est important à connaître. Vous pouvez aussi, c'est peut-être une chose intéressante à connaître, il y a un score qui est disponible sur le web pour calculer le risque infectieux de nos patients qui débutent un agent biologique. C'est le score de Rabbit, c'est le registre allemand à Rabbit qui a mis en ligne un score. Donc, il y a une publication là-dessus. Ça a été validé aussi à 2 ou 3 reprises. Le problème avec ce score-là, c'est qu'il n'a pas été validé probablement dans la population canadienne, bien sûr, mais il n'y a pas de prise de corticostéroïdes à 0. Donc, dans le score, il n'y a pas possibilité de rentrer sans prise de corticostéroïdes. Mais ça donne une idée un petit peu du risque que le patient va présenter une infection dans l'année qui suit le début d'un agent biologique en fonction de ses facteurs de risque et de l'agent biologique que va prendre le patient. OK, c'est très intéressant. Et si tu fais face à un patient qui est à haut risque de s'infecter, de par son historique, multiples infections, comment tu vas aborder l'immunomodulation de ton patient avec les biothérapies? Est-ce qu'on a des données qui suggèrent que certaines molécules sont plus sécuritaires que d'autres? En fait, oui, il y a des données. Encore là, il faut faire attention dans l'interprétation des données parce que c'est des données d'observation provenant de registres avec tous les biais potentiels. Mais les biais sont peut-être même en défaveur des médicaments les plus sécuritaires. Écoute, il y a une publication, puis là, le nom m'échappe, là, qui était très intéressante. C'est une publication sur une base de données américaine
où ils ont regardé le différentiel de risque en fonction des facteurs de risque. C'est ça qui est intéressant dans cette publication-là, c'est qu'ils ont classifié les patients en fonction du nombre de facteurs de risque d'infection qu'ils ont. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les patients qui ont à peu près 0 facteur de risque d'infection sérieuse, n'importe quoi que tu donnes, ça ne change pas grand-chose. Ça veut dire que oui, le patient peut s'infecter, mais il n'y a pas de grosse différence entre les différentes biothérapies. Il y en a qui sont un peu plus risqués, qui ressortent. Celui qui ressort tout le temps plus élevé, c'est l'infliximab. Mais quand tu vois dans les différentes catégories de patients, donc si on regarde la catégorie qui a plusieurs facteurs de risque, là, on voit que des molécules se démarquent. Et les molécules qui se démarquent le plus, puis c'est pas juste dans ce registre-là, mais dans d'autres registres aussi, c'est les CEP, donc l'abatacept et l'étanercept, qui ont un risque infectieux moins élevé si on compare avec les MAB, donc l'adalimumab, l'infliximab, puis d'autres types d'agents biologiques. Donc, quand les patients ont plusieurs facteurs de risque, ça va influencer bien sûr mon choix de thérapie. Donc, selon ce qu'on connaît de la littérature, avec toutes les limites dans l'interprétation des données, ben, c'est l'étanercept et l'abatacept qui semblent plus sécuritaires. Puis, même si on pense qu'il y a des biais, parce que ces bases de données-là, il y a plusieurs biais, il y a quand même de la littérature qui montre que, comme clinicien, on met ces patients-là à risque. Souvent, on va utiliser plus l'abatacept et l'étanercept. Donc, les patients qui sont sur l'étanercept et l'abatacept dans ces bases de données-là, c'est les patients qui ont beaucoup plus de facteurs de risque et malgré tout, il semble qu'ils s'infectent moins comparativement à d'autres agents biologiques. Puis peut-être juste un point rapide pour les inhibiteurs de JAK. Pour les données actuellement qu'on a, surtout dans les données de vraie vie, le risque infectieux semble très similaire à ce qu'on observe avec les agents biologiques. Ce n'est pas avantageux et ça ne semble pas plus dangereux non plus d'utiliser un inhibiteur de JAK. Sauf peut-être pour le Zona? Ah, ça, c'est un autre. Effectivement, tu as tout à fait raison de me ramener à la réalité. Le Zona, c'est vraiment la différence. Mais le Zona, il faut savoir que le Zona est augmenté avec tous les agents biologiques et il n'y a pas un agent biologique qui est plus sécuritaire. L'abatacept, l'étanercept, c'est le même risque que tous les autres agents biologiques. C'est plus élevé que le méthotrexate ou d'autres types d'agents traditionnels, mais pour les inhibiteurs de JAK, c'est 2 fois plus élevé que ce qu'on observe avec les agents biologiques. Donc, de façon inverse un peu, est-ce qu'il y a d'autres molécules qui sont un peu plus dangereuses au niveau du risque infectieux parmi nos agents biologiques? Bien, ceux qu'on observe en fait le plus d'infections, c'est l'infliximab. C'est lui qui ressort toujours le plus. L'infliximab, il y a plus d'infections sérieuses ou plus d'infections totales que d'autres thérapies. Puis on l'a observé même dans une étude à double insu comparative entre l'abatacept et l'infliximab, il y a plus d'infections. On parle d'une infection où on oublie des fois quelque chose qui est très, très, très rare, c'est la TB, la tuberculose. Donc, les anti-TNF, les MAB, ont un risque plus élevé pour la tuberculose que certains agents comme plus que l'étanercept, plus que l'abatacept. Il semble que c'est un petit peu plus élevé si on compare aux inhibiteurs de l'interleukine 6. Donc, il y a cet aspect-là aussi dans des infections opportunistes, plus rares, comme la tuberculose, et d'autres types d'infections, l'histoplasmose, ces choses-là qu'on voit plus rarement, l'infliximab ressort en termes de peut-être une légère augmentation de la fréquence comparativement à d'autres thérapies biologiques. Et où se situe le rituximab dans le spectre du risque infectieux? C'est une question que je me pose parce qu'en fait, quand on administre à quelqu'un le rituximab, dans le fond, on ampute l'immunité humorale presque, la nouvelle immunité humorale presque totalement. Est-ce que ça a un impact majeur? Je pense que pour certains patients, oui. Pour certains patients. C'est parce que le problème dans les bases de données, encore là, je reviens toujours au registre, ces bases de données d'observation, parce que c'est les meilleures bases de données, parce que les études avec rituximab, randomisées, double insu à court terme, les taux d'incidence d'infection ressemblent à peu près à n'importe quelle autre thérapie qu'on voit. Mais dans les registres, on voit que le rituximab se situe à peu près au même niveau qu'un autre agent biologique comme un anti-TNF. Il n'y a pas plus d'infections sérieuses, il n'y en a pas moins. Cependant, comme tu dis, ça joue sur l'immunité humorale. Donc, à long terme, certains patients, puis j'en ai eu des patients qui sont vraiment infectés à un certain moment dans leur thérapie, qui ont présenté plus d'infections, une augmentation, puis ce pas des gens qui s'infectaient avant. Puis quand on mesure leurs IgG, sont effondrés ou il n'y en a à peu près plus. Donc, oui, pour certains, mais
quand on regarde les données pour l'ensemble de la population traitée avec rituximab, il ne semble pas d'avoir d'augmentation du risque, mais il y a certains patients avec le temps qui vont avoir un risque infectieux plus élevé, puis on le voit. Cependant, le rituximab, l'avantage, c'est qu'on peut se passer les doses. J'ai des patients qui reçoivent un traitement 1000 mg une fois par année, puis j'en ai qui reçoivent 2 perfusions aux 2 ans. Donc, ces gens-là, ils sont souvent en rémission prolongée, ils n'ont pas besoin de perfusion régulièrement. Et honnêtement, ces gens-là vont bien et ne s'infectent pas plus que comparativement à d'autres thérapies biologiques. Mais effectivement, il y a certains patients avec rituximab probablement qui, à long terme, ont plus de risques d'infection. Par curiosité, les patients chez qui tu permets de faire l'espacement thérapeutique, est-ce que tu regardes leur reconstitution de leur lymphocyte B comme indicateur de retraitement, un peu comme ce qui avait été proposé pour les vasculites, ou vraiment c'est le suivi clinique sur lequel tu te fies? C'est vraiment le suivi clinique parce que moi, j'ai participé aux essais cliniques randomisés avec Rituxan. J'ai fait quelques études là, avant la commercialisation et on mesurait les taux de lymphocytes B, en fait les CD19 périphériques. Et je te dis, il n'y avait aucune corrélation entre l'activité de la maladie, la réponse thérapeutique, le moment que le patient retombe en poussée. Il n'y avait pas. Je me souviendrai toujours d'un patient qui avait des CD19 totalement effondré, qui a eu 0 réponse au rituximab. J'ai d'autres patients qui... Puis la majorité, honnêtement, quand on les mesurait puis qu'il y avait un flare, là, qu'il y avait une poussée, avaient des taux souvent encore effondrés de CD19. Donc, ça ne prédit pas vraiment. Et qu'est-ce qui semble prédire? C'est plutôt au niveau de la synoviale. Il faudra faire des biopsies synoviales pour voir c'est quoi leur décompte de lymphocytes au niveau de la synoviale. C'est surtout ça, plus que au niveau de la périphérie. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de suivre. Je pense que c'est vraiment... puis c'est ça qui est difficile avec le rituximab, c'est de trouver le bon intervalle au patient. C'est sûr qu'au début, les 3 premières perfusions, moi, je le donne aux 6 mois, puis par la suite, je commence à faire de l'espacement. Mais il faut éviter que le patient tombe en poussée trop intense avant de retraiter. Puis c'est de trouver le bon moment de retraiter les patients. Puis je te dirais qu'en général, là, la grande majorité de mes patients sont traités une fois par année ou 1000 mg aux 6 mois, là, des fois, donc je ne donne pas les 2 cycles. Mais on voit un peu de tout. Puis, je pense qu'en faisant de l'espacement comme ça avec les rituximab, parce que je te dis, moi, probablement 80 à 90% de mes patients ne reçoivent pas leurs 2 cycles aux 6 mois. C'est vraiment de l'espacement. Et en faisant ça, je pense qu'on diminue beaucoup le risque aussi de complications ou le risque infectieux à long terme. C'est très intéressant. Puis, maintenant, quand on parle du risque infectieux, je crois que ça va main dans la main en rhumatologie avec la vaccination puis le calendrier vaccinal de nos patients. Donc, dans ta pratique, avec l'utilisation de nos agents biologiques, comment est-ce que ça impacte pour toi le calendrier vaccinal des patients? Puis peut-être glisser un mot sur, avec le COVID présentement puis la vaccination, comment on devrait manager ce vaccin en particulier? Pour la vaccination en général, écoute, quand on voit en première visite un patient qui souffre d'une arthrite rhumatoïde, on a beaucoup de choses à faire. On essaie d'y penser, mais je veux dire honnêtement, je ne pense pas tout le temps à la première visite, mais j'essaie d'y penser au moins à la deuxième, de revoir le carnet vaccinal puis de vacciner les patients. Je pense que, et ça, si on parle de prévention du risque d'infection, on a des bonnes données actuellement que la vaccination prévient les complications infectieuses, surtout les pneumonies. Puis il y a eu des données publiées récemment à l'ACA à l'EULAR sur la vaccination contre le pneumocoque qui diminue les complications pulmonaires infectieuses. Donc, il faut penser, il faut les vacciner, il faut revoir le carnet vaccinal, il faut proposer, même avant le début des agents biologiques, si possible, de vacciner nos patients. Donc, au moins de commencer la vaccination pour le pneumocoque, donc le Prévenard, suivi bien sûr du pneumovax, l'hémophilus, l'influenza pour la grippe, bien sûr, quand on est en saison pour donner le vaccin. Puis, au besoin, bien, il y a les autres vaccins, l'hépatite A, l'hépatite B, ainsi de suite, là, les autres vaccins à donner. Et 50 ans et plus, je pense que les données sont encore là, c'est quand même pas des données très, très fortes, là, mais je pense que les recommandations, de toute façon, suggèrent que pour tous nos patients de 50 ans et plus, surtout s'ils débutent un agent biologique et surtout si on débute un inhibiteur de JAK, il faut proposer le vaccin pour le zona. Donc, il faut vacciner nos vaccins là, avec le Shingrix. Et maintenant, si quelqu'un est sous traitement, puis on a à le vacciner, par exemple, dans le cas très concret du COVID, comment est-ce que tu manages les différents l'immunomodulation des patients? Écoute, il y a
il y a plusieurs réponses à cette question-là parce qu'il y a l'immunisation générale puis l'immunisation contre la COVID. Contre la COVID, je vais y revenir parce qu'on n'a pas beaucoup de données présentement. On commence à avoir de données, mais il y en a peu. La vaccination générale, bien sûr, on sait, bon, il y a une étude qui a été publiée, méthotrexate versus le vaccin d'influenza, c'est l'influence. C'est suggéré que si on vaccine nos patients pour l'influenza, il faut cesser, faut sauter 2 doses. Au moment qu'on vaccine, on dit aux patients de ne pas prendre son méthotrexate pour les 2 prochaines doses et ça augmente la réponse immunitaire à l'influenza. Si on a des données pour l'influenza, mais on n'a pas de données pour le pneumovax ou les autres types de vaccins, mais on sait que méthotrexate influence quand même la réponse. Donc, de dire à nos patients de suspendre temporairement 2 semaines s'il est bien contrôlé, ce n'est pas une mauvaise chose. On pourrait le faire pour la COVID aussi, le vaccin pour la COVID, mais c'est basé sur aucune donnée scientifique. Ça, il faut faire attention. Pour les thérapies biologiques, honnêtement, moi, je ne modifie pas le carnet, je ne modifie pas la thérapie. Un patient qui prend des agents biologiques, je poursuis. Donc, si je vaccine pour le pneumocoque, si je vaccine pour le zona, je vaccine pour l'influenza, je ne demande pas à mes patients de cesser leur biothérapie parce que l'influence sur la réponse immunitaire est probablement beaucoup moins grande. Puis, on a quand même des données d'observation qui montrent que la réponse que le patient est capable de bâtir est quand même assez importante, même avec les agents biologiques. Il y en a peut-être juste un, c'est le rituximab. Il faut faire attention, il faut essayer de vacciner le plus loin possible la perfusion et peut-être vacciner au moins 5 à 6 mois après la dernière perfusion, puis attendre peut-être 1 mois avant de redonner le prochain cycle de rituxan. Quoique, encore là, c'est pas basé sur... Il n'y a pas beaucoup de littérature, puis on sait que rituxan influence beaucoup la réponse immunitaire au vaccin. Donc, celui que je vais modifier pour répondre à ta question, c'est le méthotrexate. Les agents biologiques ne modifient pas. Puis il y a des données quand même présentées qui ont été présentées, comme par exemple pour certains agents, là, comme les inhibiteurs de JAK, plus récemment, là, la réponse au vaccin pour le pneumocoque, la réponse aussi pour le Shingrix, qui montre que la grande majorité des patients vont bâtir une réponse immunitaire, quoique il y a certains patients, qu'on compare à la population générale, la réponse va être un petit peu moins. Donc, ça va diminuer un petit peu la réponse. Mais pour l'instant, je te dirais, je ne cesse pas mes thérapies comme les inhibiteurs de JAK et les agents biologiques avant de vacciner mes patients. Donc, le seul que je vais modifier, c'est le méthotrexate. Puis pour la COVID, pour répondre à ta question sur la COVID, écoute, il y a une étude israélienne qui vient d'être publiée au dernier congrès de l'art. Donc, un peu plus de 600 patients qui avaient des maladies rhumatologiques de toutes sortes, arthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante, arthrite psoriasique, qui avaient des collagénoses et vasculites aussi. Puis, ils ont regardé la réponse immunitaire au vaccin de la COVID. C'était le vaccin BioNTech Pfizer là, qui était donné dans cette étude-là. Et de façon assez surprenante, la majorité des agents biologiques, ça influence très peu la réponse au vaccin de la COVID. Premièrement, nos patients qui ont une arthrite rhumatoïde répondent moins bien que la population générale, c'est ça qu'on a vu. Mais quand même, les taux de réponse étaient de l'ordre de 85 à 95 % quand même des patients, malgré qu'ils prenaient un anti-TNF ou un anti-interleukin 6. Et pour le méthotrexate, c'est aux alentours de 85 %. Donc, c'était quand même assez élevé. Les seuls qui influençaient la réponse, en fait, c'était principalement le rituxan, où là, c'était vraiment catastrophique. C'était moins de 18 % des patients qui développaient une réponse immunitaire. Et plus on était proche de la perfusion, moins il y avait de patients. Si on attendait, écoute, là, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, là, je ne me souviens pas par cœur de toutes les données. Je pense qu'on attendait 1 an après la perfusion du rituxan pour vacciner les patients contre la COVID. Le taux de réponse, c'est seulement d'environ 50 à 55 %. Donc, c'est très influencé. Et l'autre qui influence, ça semble être l'abatacept. L'abatacept influence, en fait, les gens qui étaient sous abatacept, surtout avec métaux, avaient une moins bonne réponse au vaccin contre la COVID. Donc, pour le vaccin contre la COVID, écoute, je sais qu'il y a des collègues qui suggèrent de cesser temporairement le métaux. C'est basé sur aucune évidence. Sur les données que j'ai vues, je suis assez rassuré. Donc, si le patient veut l'arrêter, il peut l'arrêter. Mais honnêtement, je ne suis pas capable de gérer tout ce nombre de patients-là, de dire à tous mes patients qui vont se faire vacciner pour la COVID, de les rappeler et leur dire arrêtez votre méthotrexate 2 semaines. Donc, la grande majorité s'est fait vacciner sans arrêter le métaux et sans non plus suspendre leur thérapie biologique. Donc, une question que je voulais te demander par rapport à l'abatacept en particulier. Donc, ça fait du sens jusqu'à un certain point que les personnes sous abatacept, leur lymphocyte T se retrouvent moins activés, pas capables de fournir l'aide appropriée aux lymphocytes B. Donc, ça pourrait bloquer la séroconversion
face à un vaccin, mais est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on a des évidences pour la réponse, pour la protection qui est conférée aux patients qui sont vaccinés sous abatacept? Parce que pour certains virus, en fait, la réponse T est beaucoup plus importante. Est-ce qu'on a ce genre de données-là avec nos collègues israéliens? À ma connaissance, non. Je n'ai pas vu, je ne peux pas dire si ça existe ou ça n'existe pas, là, mais personnellement, je n'ai pas vu ces données-là. Je me pense, écoute, je pense pas que ça existe. On n'a pas ces données-là d'après moi, mais écoute, je dis ça avec toute réserve, là, parce que j'en ai pas vu. Puis j'ai pas entendu parler de cet aspect-là qui faut être relié à la bataciple avec le vaccin pour la COVID. OK. Puis une question, je me permets de la demander. Je suis pas mal sûr qu'on n'a pas de réponse, mais juste pour avoir ton avis. Dans ce contexte-là, est-ce que tu crois qu'on devrait, un peu à l'image de ce qu'on fait avec le rituximab, modifier le calendrier vaccinal de nos patients qui sont sous abatacept? Probablement qu'on devrait modifier le calendrier vaccinal chez nos gens sur abatacept et sur Rituxan. On devrait prioriser ces patients-là pour avoir le meilleur timing possible pour les injecter, pour faire le vaccin. L'abatacept, le problème, c'est qu'il n'y a pas de, tu sais, comment gérer l'abatacept. Il n'y a pas d'études qui nous montrent qu'on peut suspendre 2 semaines, s'ils sont en sous-cutané, est-ce qu'il faut le donner un mois après la dernière perfusion, c'est intraveineux, puis attendre peut-être 2 semaines ou un mois avant de reperfuser. Ça, on ne sait pas, il n'y a pas de données. Mais ces gens-là devraient être vaccinés en priorité parce que leur réponse est moins élevée. Et ma question, puis encore là, c'est basé sur aucune preuve, est-ce qu'on devrait suggérer 3 doses à ces patients-là. Parce que les données israéliennes, ça fait un peu peur. Puis c'est pas les seules données. Il y a d'autres données aussi qui montrent que les patients qui sont traités avec rituximab n'ont pas une très bonne réponse immunologique. Puis là, l'étude israélienne, c'était 2 doses, là, selon à 21 jours d'intervalle, là, donc selon ce qui était suggéré par le manufacturier. Alors, est-ce qu'on devrait donner une 3e dose? Puis l'autre chose, ce serait de les prioriser en fonction de la dernière dose de rituximab. Là, il est peut-être un peu trop tard parce que, comme tu sais, la majorité de notre population, moi, 75% de mes patients ont déjà été vaccinés, puis avant que je puisse les voir et les contacter. Mais on devrait aussi, peut-être, pour encore au-delà de la question, je me demande si on ne devrait pas peut-être évaluer au niveau sérologique leur réponse au vaccin contre la COVID pour déterminer est-ce qu'ils ont développé des anticorps ou non. Mais en fait, même que je profite pour dire peut-être qu'il faudrait aller plus loin, c'est quelque chose qui est encore inexploré, mais peut-être que la réponse sérologique n'est pas aussi importante que les réponses cellulaires. En fait, ça, on ne sait pas encore. Donc peut-être qu'on court après quelque chose, en fait, qui n'est pas tant aidant pour l'immunité globale de nos patients. Puis ça, je crois qu'on n'en a pas encore de notion dans la littérature. Ça reste quelque chose qui est spéculé, mais pour lesquels on n'a pas de données. Effectivement, puis c'est une des choses quand les gens ont présenté sur le sujet qu'ils ont exactement comme tu as dit, on n'a pas encore ces données-là et peut-être que même s'ils ne développent pas de réponse immunitaire qu'on peut mesurer, il y a peut-être quand même une certaine protection par d'autres mécanismes. Oui, parce que, juste en petit aparté, mais les patients avec des agammaglobulinémies qui ont contracté la COVID ont habituellement eu des évolutions bénignes. Puis eux, ils n'ont définitivement pas d'anticorps de façon génétiquement prédéterminée, ce qui semble suggérer qu'avoir des anticorps, peut-être que ça aide, mais c'est sûrement pas requis pour se débarrasser de l'infection. Très intéressant. Une autre question que j'aurais envie de te demander, c'est quand j'ai fait mon cours de rhumatologie, puis on parlait tout le temps de nos patients avec arthrite rhumatoïde, avec une crainte des complications néoplasiques et induites par nos traitements, et chez les patients qui avaient déjà eu des néoplasies solides ou hématologiques par le passé, comment on allait les traiter. C'était un sujet, je crois, qui était quand même qui est toujours été resté un peu gris pendant ma résidence, où on avait un peu de signal pour les mélanomes, ainsi de suite. Et je crois que le vent a l'air d'avoir changé dans les dernières années, où ces données-là se sont avérées peut-être pas aussi troublantes qu'elles le devraient. Donc, je voudrais t'entendre parler sur comment les cancers passés, les néoplasies passées de nos patients vont moduler ton choix de biothérapie.
Écoute, ça demeure encore, malgré qu'on commence à avoir des données, ça demeure encore un sujet qui, d'après moi, n'est pas tout à fait résolu. Bon, premièrement, qu'est-ce qui est réglé? C'est chez les patients qui n'ont aucune histoire de cancer solide, euh, puis même pour le lymphome, il n'y a pas d'augmentation du risque. Donc, c'est un patient qui n'a jamais eu d'histoire, il n'y a pas d'histoire personnelle, qu'on lui donne. Les données sont surtout pour les anti-TNF, on commence à en avoir pour les non-anti-TNF. On n'a pas beaucoup de données à long terme avec les imiteurs de JAK. Mais ça, c'est réglé pour les anti-TNF, entre autres, que ça n'augmente pas le risque de cancer. Puis ça n'augmente pas le risque de lymphome. Puis il y a une étude récente qui a été publiée, d'ailleurs, où on voit que l'incidence des lymphomes est en diminution chez nos patients qui souffrent d'arthrite rhumatoïde, qui sont traités avec des agents biologiques, comparativement à il y a plusieurs années. Donc ça, c'est réglé. Où il y a de la littérature, mais je pense qu'on ne peut pas dire à 100% être sûr qu'il n'y a pas de risque. C'est chez les patients qui ont une histoire de cancer. Je pense qu'on est rassuré parce qu'on a des données. Puis il y a une douzaine d'études qui ont été publiées, une méta-analyse qui a été publiée tout à fait récemment, qui a regardé en fonction de l'agent utilisé, principalement les anti-TNF, en fonction du délai entre le diagnostic de cancer et la reprise du traitement, moins de 5 ans, plus de 5 ans, ainsi de suite, en fonction de certains sites, et c'est très limité, surtout le cancer du sein et d'autres types de cancers. Il n'y a pas de récidive du même cancer ou d'un autre cancer. Mais là, écoute, c'est quand même, il y a beaucoup de biais de sélection par rapport à ça, parce que, entre toi et moi, si on a un patient qui a une histoire de cancer puis on décide de commencer une biothérapie, probablement qu'on va sélectionner nos meilleurs patients, les patients qui ont le moins de risque de récidive. Parce qu'un patient qui est encore en train de lutter contre son cancer, qui vient d'avoir de la chimiothérapie, c'est peut-être pas le bon moment de commencer un agent biologique. Donc, il y a un gros biais de sélection. Dans les études, on regarde les gens qui ont commencé une biothérapie après une histoire de cancer. En moyenne, ils ont plus que 5 ans d'évolution après le cancer. Donc, c'est des gens qui sont presque guéris. Puis l'autre chose où on a peu ou pas de données, c'est en fonction du type de cancer. On peut bien dire, parce qu'on a, plus de données pour les cancers fréquents, le poumon, le rein, le sein, la peau aussi. Puis les données sont assez rassurantes dans le sens que pour le sein et d'autres types de cancers, on ne voit pas de récidive du même cancer ou d'autres cancers. Mais il y a bien des cancers pour lesquels on n'a pas de données encore. Principalement les cancers hématologiques, le lymphome, on n'en a pas, puis on n'a pas de données sur le mélanome. Dans le sens que, bon, premièrement, est-ce que le risque de mélanome est augmenté chez les patients qui prennent des agents biologiques? Ça reste controversé. Il y a des études positives, il y a des études négatives, il y a un gros registre. En fait, il y a une combinaison de registres européens qui ont mis toutes leurs données ensemble, qui n'ont pas démontré de risque. Il y a un autre registre, le registre suédois, qui a démontré un risque, une augmentation du risque. Mais quand on regarde les données, le nombre de patients à traiter pour causer un mélanome serait entre 4 000 et 8 000. Donc, ce n'est pas un gros risque absolu. Donc, puis il y a des méta-analyses qui montrent que le risque est augmenté. Mais pour les patients qui ont une histoire de mélanome, cependant, si j'ai un patient devant moi qui a eu un mélanome, là, j'ai zéro données, j'ai zéro évidence. Donc ça, ce patient-là n'est pas facile à gérer. Pour les types non mélanome, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais honnêtement, les données sur tous les cancers de type non mélanome, ça ne semble pas augmenter avec les agents biologiques, surtout les anti-TNF, mais un agent qui augmente le risque de cancer cutané, c'est le méthotrexate. Et ça, on l'a vu, on l'a observé dans l'étude en cardiovasculaire avec le méthotrexate, où les patients traités avec métaux, en moyenne, c'est une étude d'environ 4 ans d'observation. Il y a plus de cancers de type non-mélanome dans ce groupe-là. Puis, qu'est-ce qu'on a observé aussi? En termes de nombre, il y avait un petit peu plus de mélanome aussi. Très peu de mélanome, mais c'est surtout dans le groupe traité avec méthotrexate. Donc, le métaux augmente le risque de cancer cutané. Il y a des données qui montrent aussi que pour les patients qui ont une histoire de cancer cutané de type non-mélanome, le méthotrexate augmente le risque de récidive aussi. Mais probablement pas les agents biologiques, surtout les anti-TNF. Alors, en résumé, je te dirais que oui, on peut rassurer nos patients, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut rester prudent. Peut-être que les données vont changer avec le temps. Pour l'instant, toutes les études sont négatives, il n'y a pas d'augmentation du risque, mais les données sont quand même, en termes de qualité, sont quand même assez faibles. Donc, maintenant, comment tu abordes quand un patient se présente avec un cancer? Est-ce qu'il y a des agents
que tu vas favoriser par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a des agents que tu vas vraiment éviter? Ben, les agents plus nouveaux, les inhibiteurs de JAK, surtout avec l'étude orale surveillance qu'on vient d'avoir récemment. Donc, les inhibiteurs de JAK, on n'a pas de données, on n'a pas de recul encore. Donc, ça sera probablement pas mon premier choix. Mon premier choix sera probablement un anti-TNF, si c'est possible, parce que c'est vraiment avec ces molécules-là qu'on a le plus accumulé de données avec le temps. Rituximab, je ne peux pas dire qu'il est plus sécuritaire, c'est pour traiter les lymphomes. Je me souviens, dans les premiers guidelines américains avaient publié que chez les patients, ils avaient suggéré, chez les patients qui avaient une histoire de cancer solide, le premier choix, c'était le rituximab, puis il ne fallait pas utiliser les anti-TNF dans les 5 premières années suivant le diagnostic de cancer. Mais c'était basé sur absolument rien. Il n'y a aucune donnée qui nous dit que le rituximab est plus sécuritaire chez les patients qui ont une histoire de cancer solide comme le poumon, le rein ou le sein. C'est pour traiter le lymphome. Le rituximab, quand même, je suis assez à l'aise de l'utiliser. Les anti-interleukine 6, il y a quelques données, mais il y en a moins. Donc, c'est quand même, je serais quand même capable d'utiliser. L'abatacept, on connaît le mécanisme d'action. On a l'immunothérapie, c'est un voie un peu en contraire de l'abatacept. Donc, je me pose des questions sur certains types de cancers. Il y a quand même des données avec l'abatacept chez des gens qui ont des histoires de cancer, mais c'est très limité en termes de données. Donc, l'abatacept ne serait probablement pas mon premier choix à ce moment-là. Donc, j'irais plus avec des agents pour lesquels on a le plus de données, entre autres les anti-TNF, probablement le rituximab, puis peut-être en troisième lieu, les anti-interleukine 6. Puis parlant d'abatacept, puis d'immunothérapie, ça m'amène à ma prochaine question. En fait, un questionnement, je trouve, qui est très d'actualité, mais maintenant. Donc, ces personnes-là, en plus de leur traitement de cancer classique, on a de plus en plus de patients chez qui le traitement consiste en une immunothérapie. Puis ces immunothérapies peuvent induire des arthrites qui sont chroniques, donc des arthrites qui ne vont pas repartir. Puis je crois qu'on commence à avoir des données sur ça. Puis nos oncologues nous demandent de prendre en charge ces arthrites-là chez des patients qui ont très activement un cancer. Est-ce que tu aurais des conseils à nous dire sur qu'est-ce que tu prioriserais pour mettre pour mettre ces patients en rémission? Je crois que si on regarde un peu ce qui a été fait à l'ASCO, il parlait d'avoir une corticothérapie en bas de 10 mg, qui est une des premières choses, mais moi, je suis assez inconfortable de juste mettre une corticothérapie à 10 mg à ces patients-là, étant donné toute leur comorbidité habituellement. J'ai tendance à essayer de les transitionner vers d'autres choses, mais je dois avouer que j'ai pas de bonnes, du moins, je n'avais pas trouvé de bonnes évidences pour guider mon traitement. Donc, peut-être que tu peux me rassurer sur certains choix. Écoute, j'ai pas une grosse expérience. Ceux que j'ai vus, les rares cas que j'ai vus, c'est des patients qui avaient déjà pris des corticos parce que je pense que nos oncologues, surtout à Québec, j'ai l'impression qu'ils gèrent pas mal les complications. Ils essayent de les gérer avant de nous les envoyer. J'ai pas vu une tonne de patients. Et c'est sûr que la cortico souvent est utilisée en première ligne pour traiter les symptômes, puis probablement que ça fonctionne chez certains patients. Certains patients vont cesser leur immunothérapie, bien sûr, quand ils ont des effets secondaires plus sévères. Puis des fois, on les voit parce que ça persiste effectivement. Et les cas que j'ai vus souvent, c'est des patients chez qui ça persistait et qui avaient cessé même leur immunothérapie. Ils étaient encore sous corticostéroïdes, puis ils avaient besoin, mais il y avait des synovites, il y avait vraiment une arthrite induite. J'ai pas vu, honnêtement, pour l'instant, moi, j'ai pas été exposé pour d'autres types de maladies comme la dermatomyosite, les artérites ou les vasculites, ces choses-là qui sont décrites. J'ai vu quelques cas d'arthropathie inflammatoire induite. Donc, il n'y a pas beaucoup... Écoute, c'est toutes des études d'observation, des études aussi d'essais, erreurs. Donc, les gens qui regardent la littérature, il y a plein de choses qui ont été utilisées, autant les traitements conventionnels que les thérapies biologiques ont été utilisées. Je me souviens d'un conférencier que lui, son choix numéro 1, c'était les anti-interleukine 6. Il donnait 1 ou 2 traitements de tocilizumab et ça réglait le problème bien souvent. J'ai pas eu encore la chance d'utiliser un agent biologique chez ces patients-là, mais il y a quand même une littérature qui dit que si le patient est résistant, il y a une atteinte qui est importante, sévère, qui ne répond pas à la corticosthérapie, on peut utiliser les agents biologiques pendant une courte période. J'ai utilisé des agents standards chez certains patients comme l'hydroxychloroquine et le méthotrexate, chez certains patients pour essayer de contrôler leur maladie, mais mon expérience personnelle est encore assez limitée sur le sujet. Donc, on continue à faire un traitement standard, on évite nos médicaments qui sont à haut risque, puis on espère qu'on va avoir plus de données
dans le futur. C'est bien ça que je comprends. C'est en plein ça. Puis j'ai des collègues canadiens, je pense, qui sont encore plus compétents que moi pour répondre à la question. Je sais qu'il y a un registre canadien des complications rhumatologiques secondaires à l'immunothérapie. Je sais qu'il y a des collègues à Montréal qui participent à ce registre-là. Je ne sais pas si à Sherbrooke, vous participez. Je pense qu'à Québec, on n'a personne actuellement qui fait partie de ce registre-là. Mais il commence, je sais que Mary Hudson avait présenté au CRA de 2020. À la revue, elle avait présenté des données puis son expérience clinique, puis c'est très intéressant. Donc, c'est un peu ce que je viens de te dire là, en termes d'utilisation de certains agents biologiques. Là. Mais je sais qu'il y a des collègues canadiens qui ont une plus grande expérience que moi pour traiter ces patients-là. Parce qu'il faut dire, je pense que nos oncologues, en tout cas, moi, je ne suis peut-être pas le centre de référence pour eux autres. Bien, Dr. Bessette, c'était vraiment intéressant de vous entendre parler, d'avoir partagé toute votre expertise avec nous. Je dois avouer que j'ai énormément appris et de votre expérience et de votre savoir. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je veux te dire à toi, puis aussi à l'équipe qui participe à ce balado, je veux les remercier en fait de toute l'implication que vous avez, puis écoutez, ça a été vraiment une expérience extraordinaire, puis un gros merci à toi, Hugues, de m'avoir invité à participer à ce balado. Ça me fait excessivement plaisir. À la réalisation et au montage, Marie-Hélène Frenette-Assad. Ce balado est une présentation de l'Association canadienne de rhumatologie. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.